Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public en public depuis l'école alsacienne, en public devant un public dont je ne reviens pas de le voir aussi nombreux en dépit des intempéries parisiennes qu'il a fallu braver pour arriver jusqu'ici, sans compter qu'il faut mettre le réveil pour procéder à la levée du corps à des heures que je qualifierais de pas chrétiennes. Merci en tout cas à ce public, merci à l'école alsacienne une fois de plus de nous accueillir. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et de l'Institut français de géopolitique, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Mais auparavant, je vais donc vous rappeler que vous pouvez désormais non seulement nous écouter, mais encore nous lire, et que sous l'onglet « Lisez-nous » que vous trouvez sur notre site, le nouvel esprit public sans séparation.fr, et sous chaque lien avec l'un de nos enregistrements figure un compendium des propos échangés lors de l'émission du dimanche précédent. Vous pouvez également, sous l'onglet « Chroniques », découvrir des billets d'humeur et des chroniques de circonstances qui évoqueront peut-être des souvenirs à un bon peu d'entre vous. Je vous rappelle aussi que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il est consacré aux séries télévisées, à leur fabrique, à leurs lois, à leurs auteurs et à notre addiction à certaines. Comme je me trouve dans un profond et grave désaccord avec la liste des séries que le 1 présente comme les plus marquantes du genre, je préfère, avec Louis Chevalier, rappeler la série radiophonique que Robert Desnos tira du Fantomas de Souvestre et Alain, série que l'on peut écouter sur le site de l'INA et pour laquelle Desnos composa une complainte que Kurt Weill mit en musique. Écoutez, faites silence, la triste énumération de tous les forfaits sans nom, des tortures, des violences toujours impunies, hélas, du criminel Fantomas. Je voudrais aussi vous raconter qu'il y a 48 heures, rentrant chez moi, je me suis trouvé sur un trottoir très large sur lequel il y avait une moto. Et cette moto était en train de se faire enlever par la fourrière et il y avait autour de la moto plusieurs agents de police. Et comme je suis moi-même motard depuis l'âge de 16 ans, la solidarité m'a saisi et j'ai dit, celui qui était le plus proche de moi, j'ai dit quand même, vous êtes vache de faire ça. Il ne gêne absolument personne sur ce trottoir. Tout le monde peut passer tranquillement, même un aveugle pourrait passer là. Et là, cet agent de police m'a répondu, « Ah, monsieur Meyer, c'est vraiment très dommage de ne plus pouvoir vous entendre le dimanche. » Non, je vous... Et voilà, c'est à l'image de la situation dans laquelle nous sommes, où tant de gens ignorent encore que nous sommes sur Internet. Donc je lui ai donné un ticket, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, je lui ai donné l'adresse par laquelle il peut, et peut-être est-il en train, et je le salue, quoique je lui reproche toujours sa sévérité avec les motos, je le salue par le biais de ce micro. C'est évidemment aussi pour nous un souci, car c'est grâce à ceux de nos auditeurs qui se transforment en abonnés que nous pouvons assurer à la fois la pérennité et l'indépendance de notre podcast. C'est d'ailleurs nos auditeurs abonnés que nous allons remercier maintenant, et je commencerai en remerciant Gildas Roua, monsieur et madame Pierre Joyet, monsieur et madame Franck Océda, monsieur et madame Pierre de Couvlar, Josiane Ferré-Patin et Bruno Hérard. Marc-Olivier Padis. Je remercie pour ma part Loïc Loisel, Mathias Ruette, Jean-François Daval, Anne-Marie Sirami et Günther Schreiber. Lucille Schmitt. Je remercie Constance Seyance, Thomas Jeannet, Guillaume Chaumette, Arat Oragnan et Hugues Fasbouk. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, j'exprime notre gratitude à Jacques Audiard, à Lucette Belle de Billancourt, à Éric Morin,
Philippe San Martin, je prononce à la française, si j'étais argentin, je dirais sûrement San Martin, Olé. et Timothée Carayol. Béatrice Gibelin. Quant à moi, je remercie Julien Lécuyer, Denis Bardonnet, Cyril Piette, Jérôme Barbaron et Philippe Dreiberg. Merci beaucoup. Nous allons nous intéresser maintenant à la loi anti-casseurs, puisque le 5 février dernier, la proposition de loi dite anti-casseurs a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale par 387 voix contre 92 et 74 abstentions. Destiné à prévenir les violences lors des manifestations, ce texte, porté par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, est jugé liberticide par la gauche. Parmi les 8 articles que contient la loi, l'article 2, qui confère au préfet le pouvoir d'interdire la participation à une manifestation, a provoqué une levée de boucliers, notamment chez les juristes. Ce texte est critiqué par les partis d'opposition et par certains membres de La République En Marche, dont 50 députés se sont abstenus mardi dernier, sans toutefois qu'aucun n'ait voté contre. Le lendemain, le député En Marche, Mathieu Orphelin, a annoncé qu'il quittait le groupe Les Républicains En Marche, jugeant, je cite, que l'exécutif n'est pas au bon rythme pour être à la hauteur des enjeux climatiques, écologiques et sociaux. Cette nouvelle prise de distance avec le gouvernement à l'occasion du vote de ce texte de loi rappelle les divisions survenues au sein du groupe La République En Marche à propos du projet de loi Asile-Immigration. Cependant, lors du vote de ce dernier en première lecture, seuls 14 députés LaREM s'étaient abstenus. Les débats à l'Assemblée nationale ont cette fois été plus expéditifs à la faveur de la crise provoquée par le mouvement des Gilets jaunes. La version du texte adoptée mardi n'est toutefois pas définitive. La proposition de loi devra retourner au Sénat début mars et la version finale ne sera donc pas connue avant plusieurs mois. Les accusations qui accompagnent la loi anti-casseurs rejoignent celles qui avaient fait écho à la loi contre la manipulation de l'information en période électorale, votée en octobre dernier. Les critiques principales contre ce texte portaient sur son inutilité, la loi de 1881 réprime la diffusion de fausses nouvelles, son absence de précision dans la définition du délit et le pouvoir donné au Conseil supérieur de l'audiovisuel, je cite, d'ordonner la suspension de la diffusion d'un service contrôlé par un État étranger ou sous l'influence de cet État, s'il diffuse de façon délibérée de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin. S'y ajoutait une forte suspicion sur la nature et les fonctions d'un conseil de déontologie de la presse, dont la création fait l'objet d'une mission actuellement en cours. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Peut-être comme nombre d'entre nous, nous vivons une sorte de paradoxe, et d'être à la fois contre les casseurs et contre cette loi anti-casseurs. Et donc c'est, en ce qui me concerne en tout cas c'est le cas, et donc c'est l'une des difficultés qu'il y a lorsqu'il s'agit de cette loi de circonstance, ainsi qu'elle a été qualifiée par nombre de personnalités et de personnalités de haute valeur morale, comme François Sureau, comme Jean-Pierre Mignard, qui, proches du président Emmanuel Macron, ont critiqué cette loi sur le fond d'arguments juridiques et d'arguments concernant l'équilibre entre sécurité et liberté, et notamment, comme Philippe le rappelait, sur l'article 2, qui en fait donne aux préfets les pouvoirs qui sont conférés au pouvoir judiciaire au nom de l'équilibre des pouvoirs et au nom évidemment de l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif, au gouvernement qui aujourd'hui mène une action d'ordre public vis-à-vis de gilets jaunes qui sont dans des épisodes de manifestation samedi après samedi. Il y a de la violence dans ces manifestations, mais comme l'ont rappelé ces deux éminents juristes, il y a dans notre code pénal et dans notre code de sécurité intérieure tous les arguments, tous les éléments qui permettent en fait de maintenir l'ordre. Et la difficulté qu'il y a vis-à-vis de cette loi, c'est qu'évidemment c'est une loi qui est prise vis-à-vis d'une opinion publique inquiète sans doute du niveau de violence qui continue à monter. Hier encore, un manifestant gilet jaune a perdu la main. La semaine d'avant, l'un d'entre eux, en plus l'un des leaders des Gilets jaunes, avait pratiquement perdu l'œil. Et donc, face à cette montée de la violence qui à la fois fait qu'on casse effectivement dans les rues de Paris, dans les rues de Bordeaux, dans les rues de Toulouse, et qu'en même temps, le niveau de tension entre les forces de l'ordre et les manifestants ne cesse de monter, fallait-il prendre une loi de circonstance ? C'est un vrai sujet. J'en discutais avec un ami qui était en Turquie au moment des événements de la place Taksim en 2013, et qui me disait, après les événements de la place Taksim,
où il y a eu une dizaine de morts et une cinquantaine de blessés très graves, j'ai assisté à un retournement, c'est-à-dire qu'en Turquie, on a donné au préfet de police les pouvoirs qui étaient conférés à l'autorité judiciaire, et je me suis dit à ce moment-là, ça n'arrivera jamais en France. Eh bien, nous y sommes, et au fond, la question qui nous est posée à nous citoyens, c'est évidemment la question de comment est-ce qu'on arrive dans une dynamique où, au fond, peuvent sembler normaux le fait de modifier ainsi profondément cette répartition des pouvoirs. Je pense que les interventions de François Sureau, les interventions de Jean-Pierre Mignard, de quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, qui a vécu les événements de mai 68, qui est aujourd'hui proche du président Macron et qui a qualifié cette loi de dramatiquement stupide, enfin ce projet de loi, comme l'intervention de Charles de Courson, qui lui a évoqué les événements des années 40 et la façon dont son grand-père, qui avait refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain, au fond peuvent nous rappeler comment une loi, dans un cadre différent de celui qu'on vit aujourd'hui, peut être exploitée par des pouvoirs qui sont des pouvoirs qui ne sont pas respectueux de la démocratie. Ce sont des interrogations qu'il faut porter. Dans le même temps, comment avoir un débat qui soit fondé sur des éléments d'équilibre. Je crois que c'est ça aussi qui est porté. Le fait que 50 députés de La République En Marche soient abstenus est un élément essentiel. Philippe, vous rappeliez que Mathieu Orphelin a choisi de quitter le groupe de La République En Marche à ce moment-là. Ce n'est pas sur des options écologistes qu'il l'a fait, alors que c'est un député qui est proche de Nicolas Hulot. Donc la question qui est devant nous, c'est: il s'agit d'une loi qui a été adoptée en première lecture. Elle reviendra devant le Sénat. Ensuite, elle reviendra à l'Assemblée nationale. Comment peut-elle être modifiée? Faut-il l'abandonner? Que fera le Conseil constitutionnel? Je crois qu'il faut voir aussi cette loi par rapport à ce qui nous attend en termes d'étapes. Et je voulais juste rappeler une chose, c'est que François Mitterrand, en 1970, lorsque la première loi anti-casseurs avait été adoptée, avait dit à l'époque c'est une loi de police, et surtout le gouvernement en fait prend les députés en otage, il leur fait porter la responsabilité de ce que lui devrait porter. N'y a-t-il pas là aussi une tentation qui est au fond de rendre les députés responsables de quelque chose qui relève des pouvoirs du gouvernement? Marc Lévy-Padis. Oui, je suis un peu comme Lucile, assez partagé par ce projet, mais du coup j'en profite pour, disons, m'intéresser à des points plus délimités. Il faut quand même tout de même comprendre comment on en arrive à faire ce type de proposition. C'est-à-dire que les personnes, comme tu as cité, François Sureau, etc., disent « mais on a tout dans l'arsenal pénal aujourd'hui pour intervenir ». Mais la difficulté, c'est que le juge judiciaire intervient, comme il est normal, après la commission des faits. C'est-à-dire que le juge, il est là pour intervenir quand un événement s'est passé, quand une infraction a eu lieu. Et c'est ça qu'il juge. Et là, on a... enfin, tout le monde est d'accord sur le fait de dire que une personne qui, en manifestant, tire prétexte d'une manifestation pour se livrer à des dégradations, ces personnes doivent être poursuivies et condamnées, et on a l'arsenal pénal qu'il faut pour ça. Et de fait, par exemple, un juge peut assortir une condamnation d'une interdiction de manifester. Cela dit, ça arrive quand même peu souvent, puisque d'après les chiffres que j'ai lus, depuis 1995, il n'y a eu que 32 condamnations de cette sorte assorties d'une interdiction de manifester. Donc, évidemment, c'est un outil qui n'est pas très utilisé. Donc, le point de vue des juristes, c'est de dire la liberté de manifester est un droit fondamental, et seul un juge judiciaire, dans le cadre d'une procédure judiciaire régulière, peut prendre une décision qui limite cette liberté fondamentale. Bon, ça, c'est assez clair. Maintenant, la question, c'est pourquoi le gouvernement, dans ce cas-là, prend-il le risque d'une censure du Conseil constitutionnel? Parce que si on suit cette logique-là, la censure est absolument certaine. Or, ils font quand même cette loi. Pourquoi? Je dirais, indépendamment de mon jugement personnel, le problème des pouvoirs publics, c'est pas seulement d'intervenir après coup, et les pouvoirs publics ne doivent pas simplement garantir le droit de manifester, ils doivent aussi garantir l'ordre public. Et ça, c'est l'affaire, effectivement, du préfet de prendre des mesures préalables, et c'est un peu là qu'est le débat juridique, de prendre des mesures pour anticiper des désordres éventuels. Et c'est là que se situe vraiment le risque de déséquilibre, c'est-à-dire est-ce que c'est excessif
que le préfet puisse déterminer qui a le droit de manifester ou pas. Alors moi, il me semble que c'est effectivement excessif, disproportionné, parce que justement, le juge judiciaire a déjà cette possibilité de prononcer des interdictions. Et si c'est les casseurs, enfin s'il faut, sanctionner des casseurs, on suppose que c'est des gens qui répètent, c'est-à-dire qui reviennent d'une manifestation à l'autre, etc. Mais alors, il faut aussi noter que ce qui est choquant, c'est que ce soit le préfet, parce qu'on voit très bien que cette mesure est inspirée des mesures qui sont issues de l'état d'urgence qui avait été décrété après les attentats, état d'urgence lui-même, une loi créée pendant la guerre d'Algérie pour maintenir l'ordre dans l'Algérie française. Et cette disposition de l'état d'urgence a été intégrée ensuite dans la loi dite sur les sécurités intérieures et la lutte contre le terrorisme. Donc on voit très très bien comment des dispositifs, en principe exceptionnels, de lutte contre le terrorisme finissent par imprégner le droit courant qui s'applique finalement à des situations plus larges. Mais dans la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, c'est le juge administratif qui pouvait prendre des mesures préalable à toute commission de faits délictueux pour interdire l'accès à des lieux à quelqu'un, etc. Là, c'est même pas le juge administratif, c'est le préfet. C'est vrai que et le préfet, c'est quand même de l'organe exécutif, alors que le juge administratif, entre les juristes, il y a des discussions sans fin pour savoir si le juge administratif est un juge indépendant au même titre que le juge judiciaire, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, c'est quand même un juge. Et il a, de ce point de vue-là, une certaine autonomie. Alors, juste deuxième point rapide, c'est que tout de même, ce problème renvoie à la question du maintien de l'ordre pendant les manifestations. Je pense que c'est assez indiscutable qu'on ait une difficulté du maintien de l'ordre. Je ne jette pas la responsabilité sur les forces de l'ordre qui font face à une situation très inhabituelle et très usante avec la répétition de ces actions. Mais tout de même, on avait en France des forces de l'ordre qui avaient une compétence très particulière pour encadrer des manifestations, pour rendre possible ce droit à manifester, et on a le sentiment que cette compétence a été perdue au fil des années. Alors c'est vrai qu'ils ont affaire à des événements d'une nature nouvelle. C'est plus les manifs de la CGT le 1er mai encadrés par le service d'ordre qui a discuté avec les forces de police et qui sait comment faire en cas de débordement, etc. Là, on a quelque chose de complètement anomique qui part dans tous les sens, où il n'y a même pas d'appel à manifester, on ne sait pas qui est responsable de quoi, donc il y a quelque chose de très insaisissable. Mais il faut quand même souligner que dans tous les pays européens ont été confrontés à ce type d'événements, l'irruption des Black Blocs, on se souvient il y a une dizaine d'années, etc. Et tous les pays européens ont mené une discussion entre les forces de l'ordre sur ce qui s'appelle les techniques de désescalade, c'est-à-dire comment éviter justement cette montée en tension dans le face-à-face entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et la France est restée à l'écart de ce débat de techniques de maintien de l'ordre qui s'appelle la désescalade et qui repose sur l'idée que la difficulté dans une manifestation, c'est que les forces de l'ordre, en agissant de façon trop frontale vis-à-vis des manifestants, créent un effet de corps, un effet de solidarité entre les manifestants qui sont des gens qui ne se connaissent pas mais qui tout d'un coup font bloc quand ils ont le sentiment d'avoir face à eux une force massive. Et donc toute la technique, c'est justement d'éviter ce face-à-face, d'éviter cette montée en tension, d'essayer de faire circuler la tension autrement et d'éviter la violence. Là, visiblement, on n'y arrive pas, et donc il faudra que le ministère de l'Intérieur mène une réflexion de fond sur sa doctrine de maintien de l'ordre. Béatrice Gibelin. Oui, c'est sûr que les techniques de désescalade sont tout à fait utiles et que c'est depuis en fait 2005 qu'on a changé un peu et qu'on est allé au contact au moment des émeutes qu'on a dit de la banlieue en 2005 et où il y a eu une stratégie qui a été tout à fait différente et à mon avis extrêmement dangereuse d'aller directement au contact, ce qui a contribué à l'embrasement. Marc-Olivier Padis a parfaitement raison. Ceci étant, quand tu dis, Marc-Olivier, que tous les pays d'Europe ont été confrontés à ce qu'on vit aujourd'hui, moi, je suis moins convaincu que toi par cela. Parce qu'on est quand même au 13e samedi de manifestation et avec un type de revendication, en fait, on va aller jusqu'au bout. Ah oui, mais attends, au bout de quoi ? C'est quoi le bout ? Bon, la démission de Macron, on sait bien qu'ils ne l'auront pas.
et qu'il y a donc là quelque chose qui ne relève pas seulement, si tu veux, de stratégie ou de tactique policière pour éviter les tensions. Il y a aussi une forme de colère qui s'accompagne parfois de haine très, très claire, où on veut en découdre vraiment. Alors, je ne suis pas du tout favorable à la loi anti-casseurs, parce que je pense qu'elle ne va rien résoudre du tout. Et que c'est une loi, comme l'a dit Lucille, qui est une loi de circonstance, voire même une loi de panique. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va rechercher un fond de tiroir, quand même, de ce qui était un projet de loi au Sénat, d'une loi qui avait été mise en point en 1970, comme tu l'as rappelé, et puis qu'on va un peu aménager, bidouiller, vis-à-vis d'une opinion publique qui, effectivement, pour une partie d'entre elles, n'en peut plus d'avoir, au fond, ces comportements. Et qui, ce qui n'est pas habituel, touche des quartiers, en particulier à Paris, des quartiers qui n'étaient jamais confrontés à la manifestation. On manifeste dans le 8e, dans le 7e, dans le 16e, du côté du Champ de Mars, mais habitude, allez, Bastille, Nation, ça va, ça, si ça casse là-bas, on est habitué, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, on n'est pas vraiment habitué à ce que ça se passe. Puis, il y a du matériel à casser, il y a des belles voitures, il y a, des banques, ça, il y en a partout, donc c'est pas différent. Et ça, j'allais dire, génère plus que, si vous voulez, la violence habituelle qu'on a souvent dans un certain nombre de fins de manifestations. Là, il y a quelque chose de la haine du riche, de faire payer les riches, et on est sur un changement véritablement de niveau et peut-être même d'essence. Et c'est cette colère-là qui est importante. Et je ne crois pas que le seul phénomène d'une tactique policière, ça arrangera. Mais elle ne règle pas cette question-là. Et je crois que dès le départ, même nous, quand on a fait la première émission sur les Gilets jaunes, on n'a pas pris la mesure, véritablement, de la colère profonde qui s'exprime et qui entraîne. Une grande partie des Gilets jaunes sont pacifistes et demandent à manifester tranquillement. Mais certains d'entre eux, comme tu l'as parfaitement dit, Marc-Olivier, sont pris dans le mouvement et dans l'affrontement avec une certaine jouissance, je pense qu'il faut le dire, dans la violence, dans la casse, voilà. Il me semble que François Bujon de l'Étang. Je suis tout à fait en sympathie avec tout ce que vient de dire Béatrice, que je partage très largement, notamment sur le degré de haine et le degré de violence qui s'exprime dans ces actes de casse qui sont maintenant hebdomadaires, qui font partie d'une espèce de nouveau rite auquel l'opinion ne s'habitue pas et auquel des catégories entières de la population, notamment à Paris, les commerçants, les chauffeurs de taxi, chauffeurs d'autobus, tout ce que vous voudrez, sont évidemment très réticents. Alors, ça c'est une chose. Ce n'est pas seulement un problème de maintien de l'ordre. Il y a plus que cela qui s'exprime dans ce phénomène. Sur la loi anti-casseurs elle-même, je dois dire, j'ai des sentiments très mélangés. D'abord, c'est peut-être l'effet du poids des ans qui commence à se faire sentir, comme vous pouvez tous le constater, mais j'ai un sentiment de déjà-vu terrible en écoutant les débats sur la loi anti-casseurs. Ça me rappelle, d'ailleurs, quand j'entends de brillants juristes comme François Sureau et beaucoup de gens drapés de probité candide et de lin blanc se draper dans les plis du drapeau tricolore et de la Déclaration des droits de l'homme pour expliquer que tout ceci est affreusement liberticide, ça me rappelle irrésistiblement mes professeurs de droit public lorsque j'étais à Sciences Po pendant la guerre d'Algérie et que le gouvernement prenait un certain nombre de mesures pour limiter les activités de l'OAS ou pour assurer le maintien de l'ordre en Algérie. Les arguments sont les mêmes. Les dispositions légales sur lesquelles on débat sont assez largement semblables à ce qu'elles étaient. Et au fond, si vous y réfléchissez, tous ces arguments, vous les avez tous déjà entendus. On les a tous déjà entendus. Je cite pêle-mêle, je parlais de l'OAS pendant la guerre d'Algérie, mais le projet de loi anti-casseurs de 1970, dont Lucille Schmitt a rappelé l'existence et qui a été effectivement abrogé par Mitterrand 10 ans après avoir été voté, et la loi sur la sécurité intérieure et le terrorisme, le débat sur l'état d'urgence, le débat sur la déchéance de nationalité. On a déjà entendu exactement tous ces mêmes arguments. Il y a une dialectique liberté, sécurité qui est éternelle et qui est très difficile à trancher,
parce qu'il faut faire respecter les exigences du maintien de l'ordre, il faut faire respecter les institutions, etc. Et que d'un autre côté, il faut évidemment se conformer à nos valeurs, et elles sont très importantes. Il y a tout cela, mais il y a aussi d'autres choses, au fond, parce qu'on entend tout dans ces débats. On entend des sottises en même temps qu'on entend des arguments parfaitement pertinents. Vous entendez des gens très raisonnables dire « mais c'est affreux, vous imaginez l'article 2 de cette loi, si jamais il y avait un gouvernement d'extrême droite, comment s'en servirait-il? C'est épouvantable. » Je dois dire que je ne pense pas que les SA qui ont mis le feu au Reichstag s'étaient beaucoup préoccupés du contenu des lois votées par Weimar auparavant. Je veux dire, ils ont une logique qui n'est plus la même. Donc on dit un peu n'importe quoi. On oublie aussi finalement qu'un président de la République précédent a fait inscrire le principe des précautions au fronton de notre Constitution, et que c'est au nom du principe de précaution qu'on peut envisager l'interdiction administrative à certains présentant un danger pour l'ordre public de se présenter à des élections. Donc cette loi, d'abord, elle n'est pas votée. Elle n'a été votée qu'en première lecture. Elle va repasser devant le Sénat. Elle va revenir. Le Conseil constitutionnel aura à se présenter sur elle. Donc, ne considérons pas comme définitives un certain nombre de dispositions qui seront peut-être abandonnées en cours de route. Ça, c'est une première. Ensuite, il y a des dispositions dans cette loi qui sont quand même intéressantes. Le principe casseur-payeur est par exemple un principe très intéressant. C'est nouveau, il n'avait jamais été invoqué jusqu'à présent. L'interdiction de se présenter cagoulé ou le visage masqué, au fond, elle est assez en ligne avec d'autres interdictions d'avoir le visage masqué qui étaient, eux, dictées par des considérations, disons, crypto-religieuses. Donc, c'est très difficile de passer un jugement sur une loi comme celle-là, d'autant qu'elle est encore provisoire, elle est encore en état de projet. Il y a deux types de critiques qui s'adressent à elle. L'une, c'est celle dont nous venons de parler, c'est de dire que c'est une loi liberticide. L'autre, c'est de dire qu'elle est inutile. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est un argument plus raisonnable, en effet. Nous avons un excellent code pénal. Il suffirait de l'appliquer de façon intelligente. Il suffirait que les magistrats, peut-être, fassent preuve d'un peu plus de sévérité qu'ils ne le font ou travaillent davantage en liaison avec la police. Mais cette loi, au fond, elle est inutile. Ce qui est vrai dans tout ça, alors ça a été dit par chacun des intervenants, c'est que c'est surtout une loi de circonstance. Et comme le sont d'ailleurs toutes ces lois sécuritaires. Elles ont toutes été, historiquement, des lois de circonstances. La déchéance de nationalité, c'était les circonstances. Le maintien de l'ordre en Algérie, c'était dicté par les circonstances, etc., etc. On peut multiplier. Mais ça donne l'impression que le gouvernement, qui est un peu affolé par ce qui se passe, agit sous la pression et dans l'agitation du moment, qu'il ne s'est pas donné le recul nécessaire pour légiférer. Et au fond, je ne veux pas jouer les bisounours, mais dans un monde un peu plus équilibré, on prendrait le temps avant de légiférer sur un sujet comme celui-là. On légiférerait à froid et on ne légiférerait pas sous la pression des événements de la manifestation de samedi prochain ou des émotions de l'opinion publique. Je rends hommage à l'équanimité de François Bujon de l'Étang, car les Gilets jaunes ou leurs suiveurs, je ne sais pas, lui ont cassé sa voiture. Béatrice Gibelin. Oui. Je voulais quand même rappeler, bien qu'il y ait ces manifestations avec accès de violence depuis déjà maintenant 13 samedis, il semblerait, je n'ai pas étudié précisément le sondage, que 66% des Français soutiennent et comprennent toujours ce mouvement malgré les violences. Moi, ça m'interroge, je dois dire, d'avoir cette opinion publique qui semble garder de la sympathie pour des actes qui effectivement n'en ont pas. Puis je voudrais dire une chose, c'est-à-dire que les victimes, le fameux leader Rodriguez qui a perdu un œil, qui n'a heureusement pas perdu, mais ça il faudra qu'on le rappelle un peu plus, parce que pour l'instant on a tous dans la tête qu'il a perdu son œil, ce qui n'est pas vrai. Il se met en situation directe de danger. Moi, quand j'ai une grenade qui arrive près de moi, je me mets de côté, je me mets pas dessus. Je suis peut-être pas très courageuse, mais enfin, je fais attention à moi. De même, celui qui a perdu ses 4 doigts à sa main hier, il ramasse une grenade qui, bien évidemment, fait péter. Donc, vous allez sans doute me trouver peu sympathique et peu compassionnelle, mais il y a aussi des comportements qui sont des comportements qui cherchent l'affrontement, parce que la violence policière, eh bien, ça a aussi, j'allais dire, des bénéfices politiques pour ceux qui l'utilisent.
Lucille Schmitt. Oui, 3 petites choses. D'abord, je voulais rappeler que l'un des principaux syndicats de policiers, l'UNSA Police, est contre cette loi, pour des raisons très concrètes. Par exemple, François, vous disiez, mais il faut aller contre les cagoulés. Eux, ce qu'ils disent, c'est que quand c'est l'hiver, on met des écharpes, on met des chapeaux, et qu'en fait, le truc est impraticable. Donc c'est intéressant que ce soit des policiers qui le disent. Et le représentant de ce syndicat a aussi dit une chose très, très claire, c'est qu'il trouve que le gouvernement devrait mieux utiliser les procédures qui sont permises par le droit. Alors je crois que là-dessus, il faut revenir sur ce qui s'est passé depuis le début des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'au début, on a tout autorisé. Et maintenant, on arrive à un projet de loi anti-casseurs. Donc cette espèce de dynamique qui consiste en fait au départ à avoir sous-estimé au fond ce qu'était ce mouvement, parce que Béatrice l'a très bien dit, c'est un mouvement inédit. Je pense qu'on passe d'un extrême à l'autre. Il faut rappeler que le premier samedi des Gilets jaunes, je pense qu'il y avait 30 manifestations autorisées et plusieurs milliers qui, au fond, n'avaient pas été déclarées. Et là, on arrive à un projet de loi anti-casseurs et ça, c'est un problème. Alors, par rapport à la question de la liberté, je voudrais quand même dire que quand on essaie de faire une perquisition à Mediapart organisée par le procureur alors qu'il n'y a pas de demande d'Alexandre Benalla de quoi que ce soit par rapport à sa vie privée, on est quand même dans un moment où la question de la rupture entre la garantie des libertés et les questions de sécurité, on peut se la poser. Il ne s'agit pas de dire que le gouvernement d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont de dangereux fascistes. Ce n'est pas du tout ça le sujet, mais c'est qu'à un moment, il faut se poser la question de comment la société perçoit ces différents signaux et comment elle peut se dire que quelque part, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a un problème d'exemplarité là-dessus. Et puis je terminerai en disant que sur le sujet en fait, de cet article 2, la question qui est posée, et il n'y a pas que les belles âmes qui disent que c'est un problème, tous les juristes le pensent, c'est la question de l'intentionnalité. C'est-à-dire que lorsqu'un préfet, sur la base de notes blanches faites par les services de renseignement, qui parfois entre nous ne sont pas toujours ultra professionnels à 120%, en tout cas la question des ragots, la question des enquêtes de voisinage à les poser, comment est-ce qu'on fait par rapport aux ragots de notes blanches qui ne sont ni datés, ni signés, et sur la base de ces ragots, vous allez donc être interdit de manifestation, et en plus un fichier va être fait du fait que vous êtes interdit de manifestation sur la base de ragots. Alors bon, moi je connais bien la culture administrative, et je sais que les fichiers en plus ne sont pas toujours très bien nettoyés, on n'est pas des grands professionnels sur le plan des fichiers, donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'il puisse y avoir ensuite, même si ce n'est pas intentionnel du côté de la préfecture, des dénis de droit, des problèmes, des homonymies, ça s'est déjà produit. Donc faisons attention à ce genre de choses et allons dans la précision et le détail. Ce que j'espère, c'est que comme il ne s'agit, comme ça a été dit, que d'un projet, en première lecture, d'abord on peut toujours arrêter, et ensuite j'espère que sur certains détails on sera rassuré. Et je rappelle que beaucoup de policiers, et l'UNSA c'est le premier syndicat de CRS, ceux qui sont en première ligne, sont contre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi ceux qui sont confrontés à la réalité de terrain et qui disent « cette loi ne servira à rien et elle risque de durcir notre relation manifestant ». Ce sera le sujet de violence contre violence qui est aujourd'hui posé dans le débat public. J'ai tenu tout à l'heure dans la présentation à rappeler la loi contre la manipulation de l'information en période électorale, parce que là aussi, elle a subi les mêmes critiques sur son inutilité. La loi de 1881 permet déjà de lutter contre les fausses nouvelles et aussi son caractère liberticide. Mais surtout, pour moi, si j'ai tenu à faire ce rappel, c'est parce que je suis étonné, déçu et plutôt ironique devant le fait qu'on pense que ce gouvernement dont on attendait, parce qu'il en promettait beaucoup, dont on attendait qu'il se conduise différemment de ses prédécesseurs, pense que pour répondre à une difficulté, il faut une loi, et que cette loi, non seulement il faut une loi, mais en plus que cette loi va avoir une efficacité quelconque. Quand on sait l'état de notre appareil législatif, on peut quand même se remémorer cette phrase de Malraux qui disait « c'est dommage qu'un seul homme ne puisse hausser que 2 épaules ». Je vous propose que nous nous intéressions maintenant au voyage du pape aux Émirats arabes unis. Du 3 au 5 février dernier, le pape François s'est en effet rendu aux Émirats arabes unis, réalisant le premier séjour d'un souverain pontife dans la péninsule arabique. Ce 27e déplacement du pape à l'étranger fait suite à l'invitation du cheikh Ahmed Al-Tayeb, recteur et grand imam de l'université Al-Azhar du Caire. Était en effet prévue au programme de ce voyage une conférence mondiale sur la fraternité humaine, organisée par le Conseil des sages musulmans et présidée par l'imam Ahmed Al-Tayeb. Le pape a dédié la seconde journée de son déplacement à la communauté catholique locale en célébrant une messe face à environ 135 000 fidèles rassemblés dans le stade Zayed. Aux Émirats arabes unis, environ 10% de la population est catholique, soit quelques centaines de milliers d'étrangers, majoritairement asiatiques.
plus ouvert que ses pays voisins du Golfe tels l'Arabie saoudite, ce pays de tradition musulmane malikite dispose d'un ministère de la tolérance et admet l'existence de 76 églises, dont 9 catholiques, mais avec interdiction de signes extérieurs et de prosélytisme chrétien. Le malikisme, l'une des 4 écoles du droit musulman sunnite, regroupe 1/5 des musulmans du monde. En France, elle est la première des écoles pour le nombre de pratiquants, et contrairement aux 3 autres, elle est structurée et hiérarchisée avec à sa tête un primat. S'inscrivant dans le cadre de l'année de la tolérance décrétée en 2019 par les Émirats arabes unis, ce voyage pontifical qui avait pour thème « Fais de moi un instrument de ta paix », parole d'une prière attribuée à saint François d'Assise, ce voyage pontifical n'était pourtant pas sans poser débat. Les Émirats arabes unis sont en effet encore aujourd'hui impliqués dans les atrocités commises au Yémen. Pour le Vatican, ce voyage s'est néanmoins inscrit dans une politique de dialogue avec les pays qui promeuvent un islam réformiste. Dès le début de son pontificat, en 2013, le pape s'était rendu dans des pays à forte concentration musulmane, tels que la Jordanie, l'Albanie et la Turquie. Il avait alors fait du dialogue interreligieux une de ses priorités, et cette main tendue vers l'islam se prolongera les 30 et 31 mars 2019, lorsque le pape François se rendra au Maroc. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, le pape en terre du Golfe Persique, c'est effectivement un événement. C'est une grande première historique parce que la terre du Golfe Persique, c'est pas comme aller au Pakistan, c'est pas comme aller en Inde, c'est pas comme aller dans des pays musulmans. C'est beaucoup plus que ça, puisque normalement les non-musulmans sont interdits de fouler même le sol de la péninsule arabique. Donc ils préfèrent qu'on dise arabique persique, parce que persique, ça fait référence quand même à l'Iran, et l'Iran, c'est pas vraiment ceux avec lesquels on s'entend le mieux. Donc si vous arrivez avec même une carte de géographie, puisque c'est arrivé à un de mes étudiants où c'est écrit Golfe Persique, il s'est fait arrêter, et il a fallu un bon moment avant qu'on puisse négocier pour qu'il puisse sortir, et parce qu'il faut au moins que ce soit écrit arabo-persique et pas seulement persique. Donc cette visite du pape est, à mon avis, quand même tout à fait intéressante à plusieurs niveaux. D'abord, il y va à l'invitation, effectivement, du grand recteur de la mosquée Al-Azhar, qui, il faut bien le préciser, n'a absolument pas la fonction d'un pape. Il n'a aucune hiérarchie sur l'ensemble des musulmans. C'est très, très important. Alors, on lui donne un rôle, et les images qu'il y a eu sur les télévisions donne l'impression que Taïeb est lui aussi en position de leader par rapport à les musulmans de cette même obédience que la sienne. Néanmoins, il n'est pas en situation hiérarchique. Je crois que c'est important à rappeler. Point qui est aussi important, c'est que les Émirats arabes unis, alors on peut sourire quand ils ont l'année de la tolérance aux Émirats arabes unis, bon, on peut être un peu ironique parce que sur le plan politique, c'est tolérance zéro, absolument zéro. Bon, que l'ensemble des travailleurs chrétiens, comme vous l'avez rappelé, qui sont extrêmement nombreux parce que les citoyens ces Émirats, eux, ne travaillent pas, donc c'est tous les autres qui travaillent pour eux, et qu'effectivement les Philippins, les Indiens sont très nombreux, sont chrétiens et n'ont guère de pouvoir, de reconnaissance ou autre. Donc c'est effectivement parler de tolérance pour le moins excessif. Néanmoins, Dubaï et Abu Dhabi jouent une carte qui est une carte quand même de l'ouverture. Ce sont des pays très récents, ils datent des années 70, il ne faut jamais l'oublier. C'était quand même des tribus bédouines que les Britanniques ont instaurées en tant qu'État, ce qui explique d'ailleurs le profond mépris des Iraniens vis-à-vis de l'ensemble de ces tribus bédouines du Golfe Persique, qui estiment que c'était jamais que des nomades sur des dromadaires et que vraiment ils n'ont jamais apporté grand-chose. Quand on est en Iran, c'est extrêmement frappant et c'est vraiment très très présent. Donc ils essayent de créer, si vous voulez, à partir de l'argent du pétrole, des États vitrines. Bon, ils ont fait de Dubaï un des hubs importants des échanges aériens, ce qui est tout à fait étonnant.
Bon, on n'aurait pas parié là-dessus. Donc ils continuent à jouer. Et c'est extrêmement important pour eux de maintenir cette image-là. Et dans l'accueil du pape, il y a ça qui est à prendre en compte. Se donner l'image d'une certaine ouverture. Je préfère prendre le terme d'ouverture à celle de tolérance. Voilà. Ça me semblerait un peu plus juste. Et que, ayant cette ouverture, parce que toute leur économie repose justement sur les échanges. Le fait qu'il y ait eu une antenne du Louvre, le fait qu'on ait mis une antenne de la Sorbonne, la France est très très impliquée dans cette histoire des Émirats arabes unis. C'est vraiment pour eux se démarquer par exemple du Qatar, le Qatar ayant soutenu les frères musulmans, ces frères musulmans qui ont eu aussi une antenne en France. Pour les Émirats arabes unis, ce serait absolument une catastrophe si jamais il y avait un attentat chez eux. C'est-à-dire que tout leur équilibre, j'allais dire politique et économique, serait considérablement fragilisé. Donc absolument une lutte contre l'islamisme radical, pas seulement pour des raisons de conviction religieuse, mais par intérêt géopolitique bien compris. Il ne faut absolument pas que ça puisse déraper d'une façon ou d'une autre. Marc-Olivier Padis ? Oui, avant de revenir à la géopolitique, parce qu'évidemment ce voyage a un fort sens géopolitique, je voulais rappeler d'abord comment ce type de voyage s'inscrit dans les lignes directrices du pontificat de François. Premier point, François a été élu par le conclave pour mettre de l'ordre dans la curie. C'était ça le mandat qu'il a reçu, puisque Benoît XVI, qui était un grand théologien, mais qui avait peu le goût de l'art de gouverner, s'est pas tellement occupé de la curie. Jean-Paul II, comme il a fini très malade, ne maîtrisait plus du tout la curie. Et donc il y avait un grand désordre donc, dans le gouvernement du Vatican. François a été élu pour mettre de l'ordre dans tout ça, avec deux sujets, comme on sait, récurrents et compliqués, et douloureux pour l'Église, qui sont d'abord les scandales financiers et ensuite les scandales sexuels, dans lesquels on lui a demandé de mettre de l'ordre. Deuxièmement, il a son propre projet, au-delà de ce mandat, qui est de développer une pastorale particulière. C'est-à-dire, là encore, si je résume des choses à grands traits, on peut dire que Jean-Paul II était un pape très politique, il faisait beaucoup de voyages. Benoît XVI était essentiellement un théologien, et lui, c'est un pasteur. C'est-à-dire qu'il veut développer, non pas s'intéresser, enfin, pas faire de grandes modifications sur le dogme de l'Église, mais de développer une pastorale différente, faite d'ouverture, justement, avec une idée centrale qui est son image, selon laquelle l'Église doit être comme un hôpital de campagne, c'est-à-dire vraiment dans le monde et ouverte aux blessés de la vie, aux gens qui souffrent, et sans poser des problèmes, enfin des questions préalables, accueillir et se trouver dans une situation de dialogue. Et puis troisième point, évidemment, il s'inscrit dans la tradition de l'action diplomatique, notamment du Vatican. Il poursuit l'action de la papauté, et pour ça il s'appuie sur un gouvernement de l'Église qui est dirigé par un secrétaire d'État qui est actuellement donc Pietro Parolin, qui est précisément un diplomate. Et quand le pape François est arrivé, donc Benoît XVI, en démissionnant, savait qu'il faisait d'une pierre deux coups, parce que bon, il démissionnait, ce qui était un acte qu'on a beaucoup commenté, très symbolique, mais il obligeait du coup aussi l'ensemble de ses ministres, entre guillemets, les responsables des dicastères, de démissionner aussi. Et donc il a ouvert la voie à un renouvellement du personnel. Et le pape François s'est rendu compte que le personnel le plus compétent qu'il avait à sa disposition pour s'occuper des dicastères, c'était les diplomates. Et donc il a mis des diplomates partout. Donc aujourd'hui, ce sont les diplomates qui gouvernent au Vatican. Et donc on voit la qualité, la préparation de ce type de voyage, etc., de gens qui préparent bien ça. Ensuite, évidemment, le dialogue avec le monde musulman, c'est une priorité pour tout le monde. On se souvient qu'en 2006, Benoît XVI, dans le discours de Ratisbonne, avait eu des phrases maladroites sur le rapport entre foi et violence qui avaient été comprises, d'ailleurs pas seulement du côté de l'islam, mais en tout cas en particulier dans le côté de l'islam comme très inamicales, et du coup il avait été bloqué dans sa capacité de dialogue. Et donc le pape François a repris ça,
Et évidemment, c'est un dialogue qui est très délicat à mener. Béatrice a rappelé, disons, un certain nombre d'éléments, notamment le fait qu'il n'y a pas d'interlocuteur qui se trouve dans une position analogue à la sienne, et puis que la scène géopolitique est très complexe. Et on voit très bien ici que le fait que les Émirats arabes unis sont alliés avec l'Arabie saoudite, que ce soit le cheikh de la grande mosquée du Caire, donc un Égyptien qui reçoive le pape aux Émirats arabes unis, ça montre bien l'axe d'alliance qui existe entre ces Émirats, l'Arabie saoudite et l'Égypte, contre justement les frères musulmans et disons la volonté qui est un peu poussée par le Qatar d'avoir des mouvements d'islam politique. Alors je dirais pas qu'eux-mêmes représentent un islam réformiste par rapport à ça, ils représentent un certain type de rapport entre politique et religion dans laquelle la religion est très très mise sous la tutelle du politique. Et puis il y a un dernier sujet qui complique énormément l'équation, c'est la question des chrétiens d'Orient, qui ne sont pas tous catholiques ou pas tous sous l'autorité du pape. Il y a beaucoup d'orthodoxes et puis il y a des églises chrétiennes autocéphales qui ne sont rattachées à personne. Et on sait que ce sujet est extrêmement délicat d'un point de vue diplomatique parce que les régimes autoritaires de la région se sont toujours présentés comme les protecteurs des chrétiens d'Orient, tout en justifiant justement une forme de répression politique au nom de la défense de ces minorités. Et donc le Vatican est extrêmement prudent dans son discours vis-à-vis des chrétiens d'Orient, à la fois qu'il soutient évidemment, tout en regrettant que les chrétiens d'Orient soient chassés. Le nombre de chrétiens dans ces régions et des chrétiens qui sont installés depuis des siècles et qui sont là depuis toujours, sont obligés maintenant de partir. Donc c'est une situation extraordinairement dramatique, mais en même temps qui ne doit pas faire le lit du discours autoritaire type Bachar el-Assad, qui a abondamment utilisé cet argument. Puisque, comme au Vatican, les diplomates tiennent le haut du pavé à l'esprit public, Excellence. Je vois que vous parlez de pavé juste après les anticasseurs. Je crois que pour bien comprendre, pour bien apprécier la visite du pape, qui était évidemment un événement très positif aux Émirats arabes unis, il faut essayer de la situer à la fois dans la continuité de la politique du Vatican à l'égard du monde musulman et aussi dans la géopolitique et examiner la place que tiennent les Émirats arabes unis. Ceci relativise du coup un peu la portée. On a dit, vous l'avez dit, Béatrice, c'est un événement historique. Oui, c'est un événement historique dans la mesure où c'est la première fois que le chef de l'Église catholique met les pieds dans la péninsule arabique. Bon. Mais en même temps, ça n'est pas une percée considérable, puisqu'il est allé dans le plus accessible et le plus ouvert des pays de la péninsule arabique, et il ne pourrait pas aller dans les autres. C'est quand même ce qu'il faut garder à l'esprit. Je ne veux pas diminuer la portée de cette visite en disant cela, mais je veux la relativiser. Je pense que c'est cela qui est historique, en fait. En allant aux Émirats arabes unis, le pape répondait à une invitation qui lui avait été adressée, nous en avons parlé, et en même temps, il mettait en valeur un État musulman qui fait de l'ouverture et de la modernité son alpha et son oméga, au fond. Il a été reçu par le prince Mohammed bin Zayed, il a eu un accueil magnifique, il a pu célébrer une messe de près de 150 000 personnes dans le grand stade d'Abu Dhabi. Ça, ce sont effectivement des premières historiques, il faut les saluer, c'est entièrement positif. Mais il est allé volontairement dans la péninsule arabique, mais dans un pays qui prône l'ouverture, qui prône le dialogue, et qui se fait très largement le chantre de la liberté religieuse dans le monde arabe. Alors, avec tous les bémols à la clé que vous voudrez, mais qui se fait le chantre de la liberté religieuse dans le monde arabe. C'est un pays à religion d'État, mais qui accepte qu'il y ait d'autres églises, et le simple fait qu'il y ait 9 églises catholiques sur le territoire des Émirats arabes unis est assez unique. Il est en tout cas unique dans la péninsule arabique. Mais c'est un voyage qui se situe dans la lignée des voyages pontificaux précédents dans le monde musulman. Et c'est pour ça qu'il faut bien le voir comme une étape dans ce qui est en fait une stratégie à long terme de l'Église catholique à l'égard de l'islam et du monde musulman.
Si vous regardez la liste des voyages qu'a effectué déjà le pape François dans un certain nombre de pays musulmans, vous voyez qu'il est allé en Égypte, vous voyez qu'il est allé en Turquie, vous voyez qu'il est allé en Albanie parce qu'il voulait souligner le caractère exemplaire d'un pays où les orthodoxes, les catholiques et les musulmans vivent en harmonie. Mais au fond, il est allé en Turquie, mais il y avait été précédé par Benoît XVI, 8 ans plus tôt. Il est allé en Égypte, mais Jean-Paul II y était allé 17 ans plus tôt. C'est donc un effort de continuité de très long terme que mène l'Église catholique pour promouvoir le dialogue des religions. Et ça va très bien avec l'approche pastorale, comme dit Marc-Olivier, du pape François. Il veut contribuer à la paix par le dialogue des religions. Il veut éviter le choc des civilisations, cher à Samuel Huntington, enfin cher non, puisqu'il le dénonçait, mais il le fait avec une coloration qui lui est particulière à ce jésuite argentin. Il veut poursuivre une diplomatie de dialogue, il veut poursuivre aussi la tradition vaticane d'une politique de médiation quand elle est possible, mais il veut assurer une espèce de présence morale de l'Église dans un monde qui est, à ses yeux, un monde post-occidental, dans lequel ce ne sont plus les pays occidentaux qui font la loi, mais ce sont au contraire des pays issus de cultures, d'histoires ou de traditions complètement différentes, où il est plus difficile, mais aussi plus nécessaire de se faire entendre. Alors, la grande difficulté pour le pape François, et d'une façon générale pour la diplomatie vaticane, est qu'une petite partie seulement du monde musulman se prête à cette ouverture et à ce dialogue. C'est le cas des Émirats arabes unis, c'est le cas du Maroc, où il va se rendre le mois prochain, bien entendu. Et ça a été le cas de la Jordanie, où il s'était rendu en premier, et ça a même été le cas des autorités palestiniennes, quand il s'est rendu dans les territoires palestiniens. Mais la carte de ses voyages en elle-même est très très parlante. On voit bien que la péninsule arabique est un cas particulier. Il ne pourrait pas aller à Riyad, parce qu'il n'y serait pas invité et parce qu'il ne serait pas bienvenu. Il n'y a pas d'ambassade non plus. Non, et il ne peut pas aller au Qatar non plus, puisque le Qatar est sous boycott et que le Qatar est un problème. Il est allé en Abu Dhabi parce que c'est un pays d'ouverture, mais en même temps, Abu Dhabi a une position très particulière. Elle est alliée avec l'Égypte d'Al-Sisi. Elle a mis au banc les frères musulmans comme les chiites, bien entendu, qui sont ses principaux ennemis. Elle est engagée au Yémen aux côtés de l'Arabie saoudite. Mais il reste que des pans entiers du monde musulman, qui sont les plus problématiques pour l'Occident d'une façon générale, sont fermés au pape et à l'Église catholique. Il ne peut pas aller dans le monde chiite. Il ne peut pas aller en Iran, il ne peut pas aller en Arabie saoudite, et il ne peut même pas aller soutenir les chrétiens d'Orient dans un pays où ils sont pourtant une composante très importante, c'est-à-dire au Liban. Lucie Schmitt. Oui, moi je pense qu'il faut aussi voir l'action du pape par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui, où on voit qu'on a une ONU complètement embarrassée par rapport à l'ensemble des conflits. Et l'importance, on vient de le dire, de l'action, des voyages du pape et de son action diplomatique, c'est aussi dû à l'impuissance, quelque part, de notre vie internationale. Et ça, c'est important. Et en ce sens, on est dans une situation plus grave qu'on l'était du temps de ses prédécesseurs. Ensuite, ce qui me semble essentiel, au-delà de la question du dialogue interreligieux, c'est quand même l'importance que donne François à la question des migrants et des pauvres et de ceux qui sont dominés. Parce qu'il n'a pas été voir n'importe quel chrétien, il a été voir des Philippins, des Indiens, qui représentent aujourd'hui 10% de la population des Émirats arabes unis, qui n'ont aucune possibilité d'avoir un jour la nationalité dans ces États, qui sont aussi dans des États où, quelque part, plus de 80% de la population est migrante. Il n'y a pas seulement les chrétiens et les catholiques. Donc on est dans une situation où des tribus bédouines font venir de l'extérieur des personnes qui, au fond, font marcher leur économie. Donc, que le pape se rende dans cet état, je trouve que c'est très intéressant sur le fait de donner la parole à ceux qui l'ont plus difficilement, qui ne font pas les lois et en même temps qui font marcher l'économie et qui représentent l'essentiel de la société, des personnes qui habitent ces États. S'il y a aujourd'hui une population dans les Émirats arabes unis, c'est parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui sont venus. Ensuite, je pense que ce qui est très intéressant, c'est aussi les images de ce voyage. Quand on voit cette petite papa mobile au milieu des limousines, moi je pense qu'il y a quelque chose de très symbolique et que partout, cette capacité à utiliser cette petite voiture et à montrer ainsi qu'on est du côté des faibles, qu'on est du côté de ceux qui sont faibles économiquement, moi c'est quelque chose qui
qui quelque part me bouleverse. Enfin, il y a une capacité de communication de ce pape que je trouve assez extraordinaire, au-delà de la question diplomatique. Il sait comment imprimer sa marque. Et puis, pour ne pas être trop longue, j'ai adoré la façon dont il a dit qu'il fallait démilitariser les cœurs. C'est-à-dire qu'il y a une manière de prononcer des phrases qu'aucun grand chef d'État aujourd'hui n'ose parce que ça apparaîtrait trop idéaliste, qui au fond est exactement le cours qu'il faudrait donner aux relations internationales. Il faut démilitariser les cœurs, il faut démilitariser les passions, il faut démilitariser les politiques. Et le pape a dit aussi des choses assez fortes sur la question de la liberté, puisqu'on parlait de liberté tout à l'heure. Il a dit que la liberté religieuse n'était pas seulement la liberté de culte, et donc il a d'une certaine manière incité à donner plus de liberté, de visibilité à ceux qui pratiquent le culte qui n'est pas le culte musulman. Donc il dit les libertés ne peuvent pas être segmentées, ne peuvent pas être coupées en morceaux, et ça je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Après, je voulais quand même rappeler une chose, c'est que certes il a été dans des pays où il pouvait aller, mais il a été aussi au Bangladesh, il a été en Birmanie, et là il a plaidé la cause des Rohingyas sans les nommer. Alors c'est toute la difficulté, parce qu'après il y a toujours la critique de « il n'a pas dit ça », là il y a la question du Yémen, n'aurait-il pas dû faire ça ? Mais la question d'y aller, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Il n'a pas été seulement dans des pays musulmans où c'était facile d'aller. Il a été parlé, et je crois que son obsession du migrant est quelque chose qui lui est propre. C'est pas seulement le dialogue interreligieux. On est dans quelque chose autour de... Il y a des gens qui ne croient pas et que le pape défend. Je crois qu'il y a c'est un pape qui est au-delà de la simple communauté des croyants. Je vous remercie. Deux choses. Je vous indique que notre prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le 10 mars. Je vous rappelle qu'après cette émission, nous aurons une demi-heure d'échange avec la salle. Et puis maintenant, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en recommandant chaudement un livre de Françoise Fromonneau, qui est architecte et professeure d'architecture. Ce livre s'appelle « La comédie des halles » et comme vous l'avez deviné, il porte sur l'aménagement des anciennes halles à Paris. Françoise Fromonneau enquête sur les causes de ces dérapages, elle en fait voir les conséquences, une gare souterraine transformée en vestibule de centre commercial, des équipements publics relégués aux étages d'un forum qui n'a jamais si mal porté son nom, un jardin où l'on ne s'arrête plus, planté de caméras de surveillance et parsemé de grilles d'aération. Ce sont les stigmates d'une opération qui s'est soldée par la privatisation et la normalisation accrue de l'espace public au cœur de la capitale, pour le plus grand profit d'une firme qui s'appelle Unibail. Et Unibail est à l'urbanisme ce que Monsanto est à l'agriculture. Marc-Olivier Padis. On commence à s'interroger sur ce qui va se passer pour les élections européennes. Et dans cette perspective, notamment comme on voit se développer partout des mouvements qui veulent transformer le projet européen de l'intérieur, je vous recommande d'aller sur le site de l'Institut Jacques Delors Notre Europe et de récupérer un travail fait par Azilise Guez sur la Pologne, la revanche de la nation, passion politique en Pologne aujourd'hui, qui est une très très bonne synthèse sur la stratégie politique du parti au pouvoir, le PiS, à la fois du point de vue social et politique, et le discours qu'il développe sur l'Europe, qui n'est pas, ce qui est assez nouveau, c'est pas un discours anti-européen, c'est pas un discours favorable à sortir de l'Europe, ce qu'on vit avec la Grande-Bretagne, mais une tentative au contraire de développer une nouvelle idée de l'Europe, de transformer avec des interprétations rivales de la démocratie et de la solidarité, de l'articulation entre nationale et supranationale, du rôle de l'identité, des valeurs et de la religion, quelque chose donc d'assez riche du point de vue idéologique, et voilà, c'est très éclairant. Lucille Schmitt. Oui, au moment où on parle de plus en plus de manifestations écologiques ou écologistes, je me suis dit que ça serait intéressant de relire un grand texte qui a été un peu un texte fondateur d'éco-activisme aux États-Unis et qui s'appelle, c'est un roman, ça s'appelle Le gang de la clé à molette, préface de Robert Redford. N'y voyez aucun, on vient de parler beaucoup de violence, et le gang de la clé à molette, c'est pas exactement un gang non violent, mais c'est un gang qui démolit en fait des chantiers, des ponts qui au fond viennent détruire tous les paysages de l'Ouest américain. Ce sont 4 mousquetaires qui sont assez extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans une femme très belle, par exemple, entourée de 3 hommes, dont un vétéran de la guerre du Vietnam, et c'est en fait tous ces grands romans américains de nature writing où, comment dirais-je, le souffle, la description de la nature
quelque part, nous emporte très loin de romans français parfois un peu trop nombrilistes. Et dans ce souffle, il y a toujours de l'imprévu. Et il y a une suite d'ailleurs au Gang des Clamollettes. Donc je vous invite à lire ce roman et à retrouver au fond les intuitions qui étaient celles des années 70. Il a été écrit donc en 1975. Et quelque part, ce qu'il dit aujourd'hui peut s'appliquer à l'aménagement du territoire tel qu'on le pratique toujours. À ma stupéfaction, Lucile vient de sombrer dans un sexisme primaire. Les femmes sont belles et les hommes sont vétérans. François Bujon de l'Étang. Beaucoup plus prosaïquement, moi je voudrais vous recommander le livre du général Bintéja qui s'intitule « Chef d'État en guerre ». Quand le général de Gaulle demandait à M. Pompidou, ou demandait à je ne sais plus qui, pour avoir Pompidou, qu'on lui indique un normalien sachant écrire, il commettait un pléonasme. À René Brouillet. Oui, à René Brouillet, c'est ça. Un général sachant écrire, c'est moins courant, et celui-là en est un, car sa plume est fort élégante. Mais le livre est très intéressant, car il juge l'action d'un certain nombre de chefs d'État, anciens et modernes, sur leur qualité de chef des armées, de stratège et de commandant en chef devant l'ennemi. Alors, il y a 2 chapitres très intéressants à la fin sur Mitterrand et sur Chirac, qui ont l'épaisseur du vécu, comme on dit, puisqu'il a travaillé avec l'un et avec l'autre, Chirac pendant la guerre de Bosnie ou la guerre du Kosovo, par exemple. Mais il remonte beaucoup plus loin dans l'histoire, et les chapitres qu'il consacre à Clémenceau, d'une part, mais d'autre part aussi à Napoléon III, sur lequel il prend, comme beaucoup d'historiens sérieux, une vision assez nuancée, et particulièrement, je trouve, à Lincoln pendant la guerre de sécession, sont extrêmement intéressants. Il juge également Hitler et Staline en chef de guerre, et non pas seulement en homme d'État, et cette vision d'un militaire intelligent et cultivé sur des vrais commandants en chef est extrêmement intéressante. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, le livre, pardon, est publié, j'ai oublié de le dire, chez Perrin. Toutes les références sont sur notre site. Voilà, mais moi je recommanderais la lecture cette semaine de Philosophie Magazine, qui pourrait être, je crois, un bon complément à la discussion que nous avons eue. Il y a d'abord un gros dossier, qu'est-ce qu'une saine colère ? Et je pensais à la colère dans les Gilets jaunes et comment on gère la colère et l'utilité de la colère. C'est extrêmement intéressant. C'est tout un débat, hein, à quoi sert la colère, bien sûr. Bon, donc voilà, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Et puis, ils ont fait appel aussi à un certain nombre de philosophes pour savoir un peu comment ils voient le mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai été extrêmement intéressée par l'analyse de Francis Wolff, un mouvement anti-politique ou la révolution ou la réinvention d'un nous. Et je trouve que c'est un texte très court, mais qui donne vraiment à penser. Vous ne perdrez pas votre temps. Je vous remercie. Je rappelle que cette émission a été préparée avec Charlotte Montier, que Nicolas Tourneau tient notre site, que Benoît Carré assure le résumé de nos débats. C'est Laurie Galigani et Christian Sori qui les ont enregistrés. On était d'ailleurs aujourd'hui, pour la première fois, je crois, sur YouTube. Ces nouvelles écoutes qui nous produisent, c'est l'école alsacienne qui, une fois de plus, nous reçoit. Et c'est à la rubrique, à l'onglet « Lisez-nous » que vous pouvez trouver le compendium du débat auquel vous venez d'assister et qui est le prélude à la conversation que nous allons avoir tout à l'heure. Et je remercie le public de son soutien et de son attention.